Bienvenue à vous dans cette première vidéo de l'atelier Hello Input. L'idée est simple, nous allons apprendre à utiliser un circuit Python sur Raspberry Pi Pico pour pouvoir lire des données ou pour pouvoir en écrire grâce à ce petit appareil, ce qui va nous permettre en fait de jouer à des jeux vidéo avec les inputs que l'on veut. Donc ça c'est l'idée de l'atelier, donc bien le bonjour, bienvenue dans cette première vidéo d'introduction. Comme nous allons travailler ensemble pour cet atelier, il est important que je vous montre comment on fait pour installer ceci. Donc ce qui se passe, c'est que nous allons travailler sur ce qu'on appelle un Raspberry Pi Pico, qui ressemble à ceci. Vous voyez, on a des petites pins, on va pouvoir mettre des composants, et on a ici tout ce qui fait que l'appareil fonctionne. Ici on a un petit bouton qui s'appelle Boot, et ce petit bouton, il va nous permettre de redémarrer cet appareil-là pour faire des installs. L'idée ici, c'est que vous voyez que moi j'ai une avec 100 puces et une avec une puce ici. 100 puces, c'est ce qu'on appelle un Raspberry Pi Pico classique. Avec une petite puce rectangulaire ici, c'est ce qu'on appelle un Raspberry Pi Pico W. W pour Wi-Fi. Ça veut dire que vous avez une petite puce Wi-Fi et Bluetooth qui va permettre de faire un petit serveur web et des trucs comme ça bien plus sympa que juste le Raspberry Pi classique. Celui-là fonctionne largement et fait le taf, hein. Mais si vous avez l'occasion d'avoir avec le Wi-Fi, c'est vrai que c'est plus marrant. L'idée ici, c'est que cet appareil, au tout début, il est installé avec ce qu'on appelle du MicroPython. MicroPython. C'est un langage de programmation qu'on appelle le Python, qui est très connu dans l'industrie de la création de jeux vidéo, de logiciels et d'IA. Donc je vous invite à étudier le Python si ça vous intéresse de travailler avec du MicroPython, évidemment. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais vous laisser aller étudier le Python indépendamment de MicroPython puis de revenir. Mais le MicroPython, c'est du Python pour ces petits appareils-là qu'on appelle des microprocesseurs. L'idée, c'est que de base, le Raspberry Pi Pico, il est fait pour le MicroPython. Sauf que le MicroPython, il n'est pas toujours facile sur pas mal de sujets. Donc, une société qui s'appelle Adafruit, dans mes souvenirs, a fait du circuit Python, qui est un langage plus facile avec des librairies préparées pour vous. Donc du coup, c'est ça qu'on veut sur notre appareil ici, donc il va falloir l'installer. L'avantage, c'est que du coup, ça tourne sur pas mal de boards, pas mal d'autres appareils, tels que celui-ci que je vous conseille vraiment si vous êtes débutant, et plein d'autres appareils ici, comme vous pouvez voir. Nous, ici, on va se focaliser sur le Pico W que j'ai dans mes boîtes à outils pour les ateliers. Ce Pico W, si on clique dessus ici dans télécharger puis qu'on va dans Pico W, on a ici ce qu'on appelle une installation, un firmware, qui va permettre de dire comment se comporte ce petit appareil. On va cliquer ici sur Download UF2. Ce UF2, c'est ce qui va nous permettre d'installer comment lui se comporte. Alors, pour pouvoir faire ça, il va falloir que je pousse sur le petit bouton ici, que je redémarre et que je débranche et que je rebranche et que je relâche. D'accord, donc on pousse, on débranche, on rebranche et on relâche. Donc je pousse, je débranche, voilà, je rebranche, voilà, et nous avons du coup cette petite clé USB qui apparaît avec info UTF2 qui explique un peu ce qui se passe et autres. Bon, l'idée ici c'est que nous, ce fameux fichier qu'on vient de télécharger, on va le déposer ici, comme ceci. J'espère que j'ai pas fait de bêtises parce que... non, je rigole. On va le déposer ici. Donc vu que l'appareil il est tout petit, ça va prendre un petit peu de temps de déposer de démo, mais ça va se déposer. Une fois qu'il aura reçu ce fichier, il va détecter qu'il y a un nouveau fichier, il va réinstaller l'appareil et redémarrer. Donc on va attendre. Voilà. Il a détecté qu'il avait un nouveau fichier, il l'installe, et maintenant on se retrouve avec une nouvelle façon de se comporter ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, normalement, vous devriez avoir maintenant un appareil qui s'appelle Circuit Python D, qui est en fait l'endroit où vous allez pouvoir travailler. Bon, apparemment, il ne m'a pas réinstallé tout, donc il m'a réinstallé, mais il n'a pas reformaté, il n'a pas enlevé tous mes codes, donc tant mieux. Donc vous, normalement, vous n'avez pas boot, vous n'avez pas gamepad, vous avez juste code.python. Ou voire limite, même pas code.python, je ne saurais pas dire. Donc ici, ce qui se passe, c'est code.python, c'est là où on va mettre notre code.
Et boot pour Python, c'est là où vous voulez mettre du code qui ne s'exécute qu'au tout début de l'appareil. Et dans librairie, là, on va pouvoir déposer plein de petits bouts de code qu'on nous a préparés pour nous, que Adafruit nous a préparés, pour faire de l'USB, pour faire du MIDI, pour gérer des moteurs, pour faire des requêtes web, pour faire du Wi-Fi. Vous voyez, il y a plein d'outils super pratiques que vous n'avez pas besoin de coder et que vous pouvez utiliser, qu'on va déposer dans lib. C'est comme ça qu'on les installera. Ces petits fichiers-là, ils se trouvent dans librairie. Donc dans librairie, ici, si on fait télécharger et qu'on dit qu'on veut télécharger la version 9, ici, il va nous télécharger un petit dossier à des IP. Ce fameux dossier à des IP, quand on va le dézipper, ici, voilà, il va nous dézipper plein de petits exemples. Et ces exemples, on va aller les regarder ensemble. Enfin, on va pas aller les regarder ensemble, mais je vais vous montrer qu'ils existent. Je regardais si je l'avais pas déjà dézippé, voilà. Ça va ressembler à ceci, et vous pouvez voir qu'on a librairie avec plein de fichiers à installer si on veut les installer, et plein de petits dossiers avec ce qu'on veut installer. Par exemple, si vous voulez faire du MIDI, donc du clavier pour faire de la musique, on va chercher après M, donc Adafruit PM, MIDI. Il suffit de copier ceci sur la clé USB dans librairie, voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire du MIDI. Vous voyez un peu l'idée, c'est assez con, c'est assez simple, c'est extrêmement pratique. Donc voilà comment on fait pour installer des petits codes qui vont nous permettre de faire ceci. Comment est-ce qu'on l'utilise? On va sur Internet et on tape MIDI Circuit Python. Voilà. Et on a plein de tutos sur comment on peut l'utiliser, comment on va pouvoir faire du MIDI sur du circuit Python. Donc ici, on va juste faire apport USB, Adafruit MIDI, qui va dire je veux faire de l'USB avec du MIDI, et on va utiliser la démo de Adafruit. Et on va pouvoir juste envoyer des notes ici, comme vous pouvez voir. MIDI send note, et on va pouvoir envoyer des notes de musique à notre Raspberry Pi ici, qui va se comporter comme un clavier MIDI. Magnifique, hein? Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vous montrais juste que voilà, il y a de la doc pour tout, super intéressant. Il y a un dossier dans ce que je vous ai montré, dans ici, on a un dossier exemple, ici. Et dans ce dossier exemple, vous avez plein d'exemples. Est-ce qu'il y a un exemple de MIDI? Je crois pas, on va les voir. HID, je viens de le voir. Voilà, HID par exemple, si vous dites comment je fais pour faire une petite manette, il y a un truc pour montrer comment on fait des manettes. Ici, un truc pour montrer comment on fait du clavier. Donc si vous voulez simuler un clavier, voilà, il y a du code qui vous dit, vous apportez le code de la librairie Keyboard, on va simplement faire un clavier, et on va faire un clavier qui fait Alt-Tab quand on pousse sur un bouton. Tadam! Donc on fait un petit bouton sur D4 et D5, on va dire qu'on veut le lire, on va simplement dire qu'il y a une petite résistance pour éviter de cramer la truc, pour que le courant n'aille pas trop vite, et on va looper, et si jamais la valeur du bouton est vraie, et on va faire Alt-Tab, ou on va faire CTRL-K. Donc vous voyez que c'est assez pratique, ça permet de simuler un clavier, c'est trop génial. Et ça c'est le sujet d'autres vidéos, mon but c'est juste de vous montrer, voilà, vous avez des samples avec les librairies à utiliser et des exemples disponibles. Ces exemples, de toute façon, vous pouvez les retrouver en ligne sur les tutos de Circuit Python et sur les vidéos YouTube de à peu près tout le monde sur Internet. Donc voilà, je voulais vous montrer les bases parce que c'est important, parce que c'est ça qui va vous permettre de plus facilement travailler. Donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler? Alors, l'idée ici, c'est que vous avez un éditeur de texte ici. Donc basiquement l'éditeur de texte que vous auriez utilisé chez vous. Et en fait ici ce qui se passe, c'est que si je sauvegarde un fichier code.python ici sur circuit, à la place de code.python, je sauvegarde, et là vous allez voir que maintenant il va arrêter de faire tic-tic le truc. Il arrête de fonctionner. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous sauvegardez un fichier sur votre clé USB, entre guillemets, c'est pas une clé USB, mais ça ressemble à une clé USB, dès que vous sauvegardez votre fichier sur une clé USB et sur le fichier code.python, il va détecter que le fichier a changé et il va exécuter un nouveau, il va redémarrer et exécuter votre code, simplement.
Donc ici, basiquement, là il vient d'afficher Hello World. Sauf que on le voit pas. En fait, on ne le voit pas pour une simple raison, c'est qu'il faut faire une sorte de connexion USB pour voir ce qu'il écrit. Et donc c'est ça que les autres éditeurs vont vous permettre de faire. Bon, en attendant de vous montrer les éditeurs et de parler un peu plus de sujet, on va le faire blinker. Donc si vous regardez sur internet sur des tutos en ligne, ils vont dire si vous voulez, vous pouvez écrire du courant, donc écrire sur les petites pins qui sont là-bas. Vous voyez ces petits trucs-ci. Ça, vous pouvez envoyer du courant ou lire du courant. Essayez de soit écrire, soit lire. Ici, on va dire, je veux écrire, direction out, je veux écrire du courant. On a importé du code qui est de Adafruit, qui est Digital.io, qui va nous permettre de le faire plus facilement. On va dire, sur l'appareil, sur le GP20, donc ici, vous voyez, il est mis, hop, il y a plein de petits chiffres, et GP20, il est ici. Donc ici, sur cette pin-là, vous le voyez pas bien, mais il est mis GP20. Attends, je vais regarder si... Vous voyez, GP20. 19, 18, 20. Donc ça veut dire que sur celle-là, je veux mettre du courant. D'accord? Là, il n'est pas mis les chiffres, donc il faut regarder derrière. Donc sur le GP20 et la GP19, je veux mettre du courant. Je vais faire une boucle infinie. Hop, désolé. Je vais faire une boucle infinie ici, qui va attendre un tout petit peu, et qui va transformer le 20 en il y a du volt, ou qui va transformer le 20 en il n'y a pas de volt. Donc on, off. Puis qui va attendre un tout petit délai, et ce petit délai, il est choisi ici. Donc regardez, je vais sauvegarder le fichier. Tic. Tac. Tic. Bon, maintenant, c'est un peu lent. Donc si j'ai envie de le rendre un peu plus rapide, voilà, je vais sauvegarder. Tadam! Si je veux le rendre encore plus rapide, je sais pas si ça va marcher du coup. En fait, là, il est trop lent. On va essayer de trouver le juste milieu. Bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le faire si rapide parce que ça risque de créer des problèmes. Mais voilà. Là, on dirait une mitraillette. Si vous voulez faire un jeu avec un pistolet qui tire. Quand je dis un pistolet qui tire, vous ne croyez pas si bien dire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ceci, c'est ce qu'on appelle un relais. Un relais, c'est un truc qui ouvre et qui ferme un circuit. Et qui ouvre et ferme un circuit sur lequel il y a du courant. Donc, ce qui se passe, vous voyez, c'est que vous pouvez prendre des batteries comme ça de piles AA, les mettre l'une derrière l'autre, ce qui fait que vous avez 6 volts. Et avec 6 volts, vous pouvez avoir ce genre de petit câble où vous allez pouvoir faire tic-tic comme ça et faire de l'électricité. Alors, je ne sais pas si on va le voir, je vais vous montrer. Voilà, je déclenche le courant. On. Je prends celui-là, voilà. Je prends celui-là. Vous voyez que ici on a deux petits trucs métalliques. J'ai d'activer le courant. Et donc du coup ici si je fais... Est-ce qu'on le voit ou pas? J'ai activé le courant? Ah non, ouais. On va essayer de... Bon on le voit pas mais normalement il fait des étincelles quand on a du 12 volts. Je vais prendre un moteur, 2 secondes. Voilà. On a un moteur ici. Voilà. Et ce moteur, si je viens, que je mets du courant ici, allez, hop, comme ceci, et du courant là-bas, il va démarrer et il va faire tourner la roue. Vous voyez? Donc le mouvement que je fais ici,
d'activer la roue, je peux le mettre sur cet appareil-là. Donc en gros, ici, lui, ce qu'il fait, c'est ceci. Tic, tac, tic, tac. Donc c'est le sujet d'une autre vidéo, mais si vous voulez apprendre à utiliser ce truc-là, c'est super intéressant. Ça va vous permettre de faire des roues, d'allumer des lampes, de faire activer des moteurs, des servomoteurs. Il y a plein de trucs super intéressants qu'on peut faire avec. Et donc du coup, je voulais vous parler de ça parce que ça donne envie, quoi. Je veux dire, pouvoir allumer des lumières, activer des boutons, activer des jeux, faire du café, faire des roues et des trucs comme ça, c'est super super intéressant. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire ici. Donc si je voulais faire que le moteur il fasse tic 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 tic, il me suffirait juste de éditer le texte comme ceci. Hop hop hop, sauvegarder et il ferait ça. Vous voyez que si je fais ceci, soudainement il fonctionne plus. En fait, ce qui se passe, c'est que le Python, il a une sorte de grammaire de la façon dont on écrit. Et vous voyez que ici, j'ai pas respecté l'indentation. Et donc en fait, ici, il a créé une erreur. Il a dit, bah en fait, je ne comprends pas cette partie-là parce qu'elle n'est pas bien indentée. Et vu qu'il a créé une erreur, il a arrêté le code qui est là-bas. Et donc, il ne tourne plus. Donc, l'éditeur de texte, c'est bien, mais il a des avantages flagrants. C'est le fait qu'on ne peut pas facilement comprendre ce qui va mal sur l'appareil. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir comprendre ce qui se passe, vous allez devoir installer un éditeur qui s'appelle Tony. Hop, hop, hop. Sauvegarder, voilà. Donc là, il est en train de tourner. Ok, donc je vais fermer le fichier texte. Et on va aller plutôt dans Tony. Donc Tony, c'est ceci. Donc si vous allez sur Internet et que vous cherchez Tony, voilà. Vous avez un joli éditeur ici pour Windows que vous allez pouvoir télécharger. Et vous allez avoir, quand vous aurez installé, quelque chose qui ressemble du coup à ceci. Donc, Tony, il est très très bien foutu pour tout ce qui est les options. Vous voyez que ici, on a des trucs qui vont vous permettre de choisir des boards, d'installer des circuits, de faire plein de choses intéressantes qui sont liées au MicroPython et au Raspberry Pi Pico. Mais dans cette vidéo-ci, on ne va pas l'utiliser de cette manière-là parce qu'on n'a pas nécessairement envie de chipoter à des trucs complexes. Ici, moi, tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une fois qu'on est dans l'éditeur, on va pouvoir aller ouvrir notre code sur la clé USB. Voilà. Et on va pouvoir ici l'éditer, comme ceci. On va pouvoir arrêter l'appareil et faire play. Voilà. Et vous voyez que ici, il m'a affiché Hello World, parce que ici, j'ai mis Hello World. Donc ici, par exemple, si je mets comme ceci, on, off, on, off, on, off. Donc vous voyez que vous pouvez éditer dans un éditeur de texte, ce qui est bien, mais c'est vrai que de pouvoir avoir un retour visuel de ce qui se passe pendant que vous êtes en train de coder, c'est assez pratique. Ça va être surtout très très pratique quand vous allez faire ceci, sauvegarder. Voilà, je fais play. Vous voyez que ici il me dit hey, mais il y a un petit problème, à la ligne 22 tu n'as pas indenté correctement ton code. Donc à la ligne 22 c'est ici. On peut constater que effectivement ici j'ai pas indenté mon code, donc je vais pouvoir sauvegarder et faire play. Donc l'éditeur de code va vous permettre de faire ça, c'est extrêmement pratique. Il a d'autres utilités, par exemple ici, je vais pouvoir écrire des laits et il va mettre de la couleur sur mes objets. Vous voyez que selon ce que je vais écrire, il va mettre de la couleur. Le truc c'est que Tony, il est bien foutu, mais il n'est pas aussi bien foutu que ça pour l'autocomplétion, c'est-à-dire le fait de mettre des caractères à votre place. Donc moi par exemple, ce que j'aime vraiment bien utiliser, c'est Visual Studio Code. C'est ceci, voilà. Vous voyez que Visual Studio Code, il a des gros avantages, surtout si vous allez dans les modules et vous cherchez après Circuit Python. Donc Visual Studio Code, vous pouvez le trouver ici. Voilà. Ça ressemble à ceci, vous pouvez le télécharger et l'installer pour Windows, et une fois que vous l'aurez, vous aurez ceci qui sera disponible.
Donc, dans Visual Studio Code, vous avez des modules que vous pouvez installer. Et dedans, il y en a un qui s'appelle CircuitPython. Et vous pouvez l'installer. C'est plein d'outils qui vont permettre à lui de mieux comprendre ce que c'est du CircuitPython et donc de mieux vous assister. Donc, il y a plein de fonctionnalités assez pratiques. Il faut lire un peu la doc. Mais donc voilà. Dans cet éditeur de code, du coup, maintenant, on va pouvoir faire des choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va nous aider. Regardez, délai. Vous voyez qu'il va nous auto-compléter des box en disant c'est ça que tu cherches. Et si vous utilisez une IA, telle que Copilot, je sais qu'il y a des trucs qui sont sans IA, il y en a d'autres qui sont avec des IA. Bon, là, mon IA est installée, j'ai Copilot qui est installé. Donc il va me proposer des choses. Donc ici, je vais pouvoir dire, voilà, c'est plutôt ceci que je veux. Par exemple, si je veux faire une méthode, un appel, par exemple ici, je peux faire une méthode, turn on, qui va en fait prendre ici une pin et l'activer. Def turn off. Vous voyez que l'IA est très pratique dans Visual Studio Code, parce qu'en fait, il va directement essayer de deviner ce que je fais, et donc de me préparer des choses. Pin, ball on, on, voilà. Tadam! Donc ici, on lui dit, bah tu blink. Si tu étais sur on, si tu en demandes on, on va le mettre à on. Sinon, tu vas le mettre à off. Puis tu vas attendre un tout petit temps. Et c'est pas vraiment blinker, c'est plutôt set. Voilà. Voilà. Ok, donc on dit, je vais définir une pin, je vais la mettre sur vrai ou sur faux, et je vais attendre un petit peu. Ici, on doit lui donner la fameuse pin que l'on veut. Nous, ça va être la pin 20, comme ceci, et la pin 19. Voilà, et pareil ici, copier, 20, 19, sauvegarder. Donc ici, on va pouvoir ne pas dire de pin du coup. On va juste dire qu'on le veut de on-off avec un délai. Et on veut qu'il affiche un petit texte. Ici. Print on. Print off. Vous voyez que il y a aussi un autre avantage de travailler dans ces éditeurs-là, c'est qu'il va vous mettre des avertissements en disant hey, là il y a un problème, ça ne va pas, il faut que tu indentes. Ou il y a par exemple ici, si je mets pas de points, vous allez voir, il y aura du rouge. Il me dit il manque quelque chose. Tu ne serais pas en train d'oublier un 2 points? Donc en fait, c'est très utile de travailler dans Visual Studio Code. Et ça, c'est sans les IA, c'est juste le truc de base. Donc ici, basiquement, je vais pouvoir faire set. Donc ici, je vais pouvoir faire pop. Ici, set true, avec un délai dedans. Set false, avec un délai dedans. Voilà, je fais play. Alors, play, ça fonctionnera pas. Basiquement, il faut juste sauvegarder le fichier au bon endroit. Le truc, c'est que vu que il est je sais pas pourquoi il le fait. Attendez, on va prendre ça, on va le mettre là. Hop, désolé. Normalement, il est censé le faire, mais il le fait pas. Code. En fait, le problème, c'est que quand on ouvre plein d'éditeurs, des fois, il nous laisse plus écrire par-dessus le fichier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais le copier. Je vais aller dans CircuitPython et je vais éditer ici. Je vais coller le code, je sauvegarde. Alors pourquoi il fonctionne pas? On va aller dans Tony alors. Hein. Ah, c'est parce que lui est toujours ouvert. Voilà, on va fermer Tony. Hmm. Bienvenue dans le monde de l'informatique. Hein. Où soudainement quelque chose de plus fonctionnel.
Ouvrir avec ceci. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les fermer. Ah, il avait pas. Celui-là n'était pas fermé non plus. Voilà. Je sauvegarde. À mon avis, j'ai fait une erreur quelque part et c'est pour ça qu'il me punit. Tony. C'est pour ça que Tony, ça vaut vraiment la peine de l'avoir installé parce qu'il va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Bon, ici, je sais pas pourquoi Visual Studio n'a pas voulu fonctionner. Mais comme vous avez pu voir, en fait, Visual Studio a un avantage de fou, c'est qu'il a de l'autocomplétion. Le désavantage, c'est que j'ai pas réussi à trouver les outils, pour le moment en tout cas, qui va me permettre de mieux travailler avec lui. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je fais ceci. Voilà. En fait, je viens éditer le code ici. Par exemple, ceci, je l'édite comme ceci. Puis je viens ici, et si c'est renouvelé, tant mieux. Si c'est pas renouvelé, je le copie là-bas et je sauvegarde. Et comme ça, je vais pouvoir en fait avoir l'autocomplétion de Visual Studio et la puissance de Tony. La chose, c'est que quand on fait du circuit Python sur Internet, beaucoup de gens vont vous conseiller non pas Tony, mais ils vont vous conseiller Mu. Mu Editor, vous pouvez le trouver sur Internet ici. Mu Editor. C'est celui que sur Internet on va vous conseiller d'utiliser, qui lui a été designé de base pour faire du circuit Python. Et donc du coup il est plus propice à cela. Vous voyez ici on va pouvoir écrire du texte, on va pouvoir avoir retour, on va pouvoir avoir des buggers, le reply, un plotter pour voir des informations. En gros c'est la même chose que Tony mais un peu différent. Le truc c'est que Mu, j'ai tendance à ne pas l'utiliser vu que Python fonctionne avec. Mais voilà, il ressemble à ceci. Donc vous voyez que je vais pouvoir sauvegarder sur mon appareil. Je vais pouvoir lancer le serial ici. Et je vais pouvoir du coup débugger. Alors, je ferme celui-là. Tony est recouvert, non. Serial. Check. Check, c'est pour vérifier s'il y a des trucs qu'il vaudrait mieux que je corrige. Ouvrir code. Already open, oui. Je sauvegarde le code. Il est censé blinker mais blink pas. Et évidemment, Mu. Donc comme vous pouvez voir, Tony il marche bien. Mais Mu là, j'ai à peine ouvert que j'ai déjà des problèmes. Not define, oui bah tu m'étonnes. Hop. Je crois qu'il s'est peut-être ouvert sur un autre circuit. On est bien en circuit Python, oui. Donc là c'est le mode qu'on veut avoir, sur quel truc on est en train de travailler. Du micro Python, du circuit Python, du microbit et des trucs comme ça. On dit bien que c'est du circuit Python. On dit bien que c'est là-dessus qu'on veut sauvegarder. Voilà. Serial port. Bon, je vais pas vous montrer Mu du coup, mais sachez que si vous voulez, vous pouvez utiliser Mu, que je n'utilise peu ou pas, mais qui est fort conseillé sur Internet. Je sais pas exactement pourquoi il est fort conseillé, mais il est fort conseillé. Bon, ce qui se passe, c'est qu'à la base, je voulais faire cette vidéo aussi, non pas nécessairement pour vous montrer tous les éditeurs qui existent, mais pour vous montrer celui-ci. En fait, ça c'est bien pour travailler, donc ça va permettre de pouvoir copier du code et le faire tourner sur notre appareil ici. Le petit défaut, c'est que vous n'avez pas de couleur, vous n'avez pas de truc pour pouvoir débugger et des choses comme ça. Donc il va falloir installer soit Mu, soit Visual Studio, soit Tony, soit d'autres éditeurs.
Le problème, c'est que quand vous êtes sur un PC de formation, vous n'avez pas le droit d'installer rien du tout. Généralement, vous n'avez pas le droit et vous avez même des logiciels qui vous empêchent d'installer des choses. Donc en fait, pour peu que vous avez Chrome, il y a un site web qui s'appelle code.python.org et ce petit site web va vous permettre de faire du code en ligne que vous allez le pousser sur l'appareil et que vous allez pouvoir connecter à votre appareil. Donc ici, vous voyez, si je prends le code de ma clé USB ici, hop là, je vais sur le site web, voilà, je dis que je veux me connecter en Wi-Fi, en Bluetooth ou en USB, donc on peut faire ça mais je ne vais pas le faire, on va faire en USB directement, donc via ça. Il me dit, bah, est-ce que tu peux te connecter à l'appareil ici? Donc il dit c'est lequel sur lequel je dois me connecter, nous c'est notre circuit python.cd, ici, voilà. Donc ici, on lui a dit qu'on est connecté, il va détecter si ça marche, ça marche. Donc première étape, connecter, deuxième étape, dire l'endroit où on veut sauvegarder notre fichier. Donc ici, je vais dire, bah, on va sélectionner un dossier. Ça va être circuitpython.d, ici, et c'est là qu'on va travailler. Voilà, et on dit, c'est bon, tu peux utiliser ce chemin-là. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre notre code ici. Voilà, le code qu'on a fait ensemble juste avant. Vous voyez qu'on a de la couleur, on a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on a de l'autocomplétion? Ouais, on a de l'autocomplétion. Comme vous pouvez voir, on peut avoir des trucs qui nous sont proposés. Trop. Voilà. Et donc, c'est assez pratique. On va sauvegarder. Quand on sauvegarde, il va nous dire oui, mais attends, tu veux sauvegarder sur quoi en fait? Et nous, on va dire bah, sur code.python ici. Voilà. Il va nous dire est-ce que j'ai l'autorisation d'écrire par-dessus le fichier code.python? On va dire oui. Voilà. Et donc là, normalement, il devrait faire tourner notre fameux appareil ici. Alors, par contre, je crois que la raison pour laquelle ça marchait pas dans le mu, c'est que j'ai dû faire une erreur ici. Ah non, on va faire autre chose. On va faire sauvegarder et run. Save and run. Voilà. Donc save and run, ça va nous permettre de sauvegarder le fichier, mais en plus de ça, de le faire tourner son fichier. Et donc vous voyez que donc de lancer le fichier. Vous voyez que ici maintenant on va avoir des buggers là-bas. Donc je vais faire la même erreur que tantôt. Je vais ne pas indenter. Je sauvegarde. Et là on a le petit message qui nous dit qu'on a une erreur d'indentation. Ici. Donc le save and run va être vraiment pratique. Un pop-up. Donc voilà. Donc si on a la possibilité de travailler dans Visual Studio, bah, Visual Studio c'est vraiment pratique et je vous le conseille. Si vous n'avez pas l'occasion de travailler dans Visual Studio, je vous conseille de travailler dans Tony parce que c'est celui qui est par défaut. Si jamais vraiment vous n'avez pas la possibilité de travailler dans ces trucs là parce que vous n'avez pas le choix, vous pouvez travailler dans du bloc-notes mais vous n'aurez pas de retour visuel. Il faut faire un autre petit code pour voir un retour visuel. Et donc si vous voulez un retour visuel, je vous conseille directement d'aller dans Chrome, d'aller sur ce truc là et de travailler dans cet environnement-ci. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc voilà. Est-ce qu'on peut travailler dans Unity? Ben, en fait oui. Donc on pourrait faire un petit code dans Unity qui nous permet de sauvegarder le fichier et qui nous permet d'avoir ce retour ici qui nous permettrait de travailler dans Unity. Est-ce qu'on va le faire? Peut-être, si on a le temps, mais pas dans cette vidéo-ci. Ce sera le sujet d'une autre vidéo si j'arrive à le faire. Et donc, voilà. Vous avez appris ce que c'est un circuit Python. Vous avez appris à installer le circuit Python avec UF2. Vous avez appris à éditer le fichier qui est dessus et à le faire tourner dans les éditeurs de code. Maintenant, on va pouvoir aller explorer cette gamme d'appareils à partir de petits tutoriaux. Sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage. On se voit dans les prochaines vidéos. Que le code soit avec vous. Ciao, ciao.